Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. La troisième section de ce chapitre s'adressera aux méthodes d'analyse de la science économique. Donc toute science se définit par son objet et sa méthode. L'objet de l'économie est la recherche des lois permettant d'expliquer les mécanismes qui gouvernent la production, la distribution et la consommation de biens et de services. La démarche suivie par les sciences de manière générale consiste à décrire, expliquer et prévoir les faits afin d'orienter l'action humaine. Une description qui s'effectue de manière objective. La question qui se pose est de savoir si l'économie est en mesure d'assumer ce rôle. En d'autres termes, l'économie peut-elle étudier de manière scientifique et objective certains aspects du comportement humain? Donc, pour répondre à cette question, on doit tout d'abord faire la distinction entre économie positive et économie normative. La science économique comporte deux volets essentiels. Le premier volet concerne l'analyse, l'observation et la mesure des phénomènes économiques. C'est ce qu'on appelle l'économie positive. Le deuxième volet est relatif aux mesures à prendre et à la politique à suivre pour réaliser le meilleur résultat et satisfaire au mieux les besoins de l'homme. Il s'agit de ce qu'on dénomme l'économie normative. Ainsi, lorsque l'on se limite à décrire ou à expliquer les phénomènes économiques, on se place dans le domaine de positif. Par contre, si on émet des jugements de valeur sur l'attitude à prendre pour réaliser un objectif, surtout dans les meilleures conditions, on se réfère à la démarche normative. La distinction entre l'économie positive et l'économie normative nous renvoie à la question du rôle de l'économiste. Doit-il s'arrêter à la bonne compréhension des mécanismes, sur l'origine du chômage par exemple, ou doit-il quitter son poste d'observateur objectif pour mettre en œuvre les fruits de ses observations? Pour certains économistes, la science économique doit se limiter à l'étude de mécanismes. Il estime que pour rester véritablement objective et mériter son appellation de science, il faut qu'elle se situe sur un plan strictement positif et technique. C'est-à-dire que l'économie doit se conformer à l'approche positive et se limiter ainsi à la seule explication des phénomènes économiques et ne doit en aucune façon de faire des recommandations. Avec l'analyse positive, l'économiste espère agir comme un scientifique dépassionné, quelle que soit son orientation politique, quelles que soient ses idées sur l'avenir ou sur ce qui est bien, il veut d'abord s'intéresser à la façon dont le monde fonctionne dans la réalité. Il n'accorde aucune place au jugement de valeur personnelle. En ce sens, l'économie positive se compare aux sciences comme la physique, la géologie ou l'astronomie. Donc, il est possible de lui conférer le même degré d'objectivité atteint par ces sciences. Pour d'autres économistes, la science économique doit être envisagée surtout comme une science sociale, puisque les activités économiques n'ont de sens que par rapport aux hommes. Elle comporte à la fois un aspect positif et un aspect normatif. Et même s'ils doivent être soigneusement distingués, aucun des deux ne doit être négligé. L'analyse des faits conduit souvent, sinon toujours, l'économiste à préconiser les mesures à prendre, soit pour améliorer une situation donnée, soit pour éviter la crise. Donc ils conçoivent souvent comme un prolongement naturel de leur travail de donner des conseils en matière de politique économique. Donc il paraît absurde de connaître en profondeur les mécanismes à l'origine d'un problème économique tel que le chômage,
la pauvreté, l'absence d'innovation, etc., sans tenter de le résoudre. Il paraît donc naturel que l'économiste donne des conseils et émette des avis, ce qui à première vue semble l'éloigner de la scientificité de l'analyse économique. Dans ce cas, il faut simplement souhaiter que ces recommandations soient basées sur une démonstration cohérente dont les hypothèses sont clairement spécifiées. Donc, il est difficile de séparer totalement le positif de normatif. Le deuxième élément de cette section mettra l'accent sur la démarche méthodologique de la science économique. Donc, une personne qui observe la réalité des phénomènes économiques est confrontée à une masse énorme de données qui sont indéchiffrables pour le cerveau humain. Pour y voir un peu plus clair, il est nécessaire de construire des théories qui permettent d'expliquer les divers aspects du comportement humain et donc de donner un sens à ces données. L'observateur doit procéder à un effort d'abstraction destiné à simplifier le monde réel sans toutefois négliger les traits essentiels de la situation ou du phénomène qu'il étudie. En d'autres termes, la simplification s'impose pour mieux représenter et comprendre les phénomènes réels, mais cette simplification doit se faire avec une déformation minimale de la réalité. Pour bien concrétiser ce que nous venons de dire, nous allons nous référer au schéma suivant. On part d'une situation réelle que l'on appelle le monde réel. Pour parvenir à des conclusions sur le monde réel, on peut procéder de deux façons, soit en utilisant la méthode théorique, soit la méthode statistique. Donc, concernant la méthode théorique ou méthode déductive, elle consiste à simplifier la réalité à l'aide d'une abstraction théorique. On obtient alors un modèle logique, c'est-à-dire une représentation simplifiée de la réalité qui se réduit à quelques variables significatives. La formulation des hypothèses constitue la première phase d'abstraction théorique et qui aide à mieux comprendre la réalité en la simplifiant. Les hypothèses permettent de limiter le champ des variables à étudier. Par exemple, l'analyse du comportement d'un consommateur ne peut pas prendre en considération tout ce qui influence ses décisions ni tous les choix auxquels il est confronté. On va donc simplifier l'analyse en étudiant la demande d'un bien déterminé en fonction de l'évolution de son prix. Donc, pour définir cette relation, il faut formuler des hypothèses. On suppose que le revenu du consommateur reste constant et ses goûts ne se modifient pas. Ces hypothèses permettent de saisir la relation entre la quantité demandée d'un bien et l'évolution de son prix. Donc, et puisque on ne peut pas analyser la relation entre ces deux variables en prenant en considération toutes les variables qui influencent la demande, on va supposer que le revenu et les goûts sont constants. Ces hypothèses permettent de limiter le nombre de variables à étudier. Donc, les hypothèses permettent de construire les modèles. Les modèles sont souvent exprimés sous forme d'équations. Ils permettent à partir de quelques hypothèses de mettre en évidence les relations entre deux ou plusieurs variables. Une fois ce modèle construit, par raisonnement logique bien sûr, c'est-à-dire par déduction, on parvient à des conclusions logiques qui sont les conclusions du modèle. Enfin, ces conclusions doivent être transformées au moyen d'une interprétation théorique en conclusion sur le monde réel. Donc, on procède à une abstraction d'une situation réelle qui conduit à un modèle logique. Ensuite, par raisonnement logique, on arrive à une conclusion abstraite. Et enfin, à l'aide d'une interprétation de celle-ci, on débouche sur une situation réelle
ou proche de la réalité. Le point de départ de la méthode statistique est toujours une situation réelle que l'on cherche à simplifier à l'aide d'une abstraction expérimentale pour parvenir bien sûr à un modèle statistique ou un projet expérimental. Dans ce cas, il n'y a pas de déduction logique, mais des observations sur les données de la situation réelle. Ces observations sont ensuite soumises à une interprétation statistique qui conduit à des conclusions sur le monde réel. Ainsi, l'induction part de l'observation des faits pour dégager des principes généraux ou des lois. Donc, c'est le passage du particulier au général. La déduction, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire le passage du général au particulier. Elle consiste à déduire des propositions ou des conclusions à partir des prémices ou des hypothèses particulières. Il s'agit donc de deux méthodes d'inférence utilisées dans la recherche économique. On s'accorde à dire en général que ces deux méthodes sont complémentaires et non pas concurrentes pour mieux cerner la réalité. La dernière section de ce chapitre s'intéressera aux approches de l'analyse économique. Donc l'économie a recours à deux grands types d'approches, la microéconomie et la macroéconomie. La microéconomie est la partie de la science économique qui étudie le comportement des différents agents économiques, le consommateur, l'entreprise, le détenteur de capital, le travailleur. La microéconomie analyse par exemple comment le consommateur décide d'acheter telle ou telle quantité des biens compte tenu de deux contraintes principales, le revenu à sa disposition et le prix des produits achetés. Elle étudie également comment une entreprise détermine le prix de vente de sa production et les quantités produites compte tenu de la demande qui s'adresse à elle et des coûts auxquels elle doit faire face. Par contre, la macroéconomie étudie l'économie à l'échelle d'un pays à travers les relations entre les grands agrégats économiques, tels que par exemple le revenu, l'investissement, la consommation, le taux de chômage, l'inflation, etc. Donc, elle tend à expliquer les relations entre les variables macroéconomiques et à prédire leur évolution face à une modification des conditions économiques. Autrement dit, la macroéconomie est centrée sur l'analyse des comportements d'une économie nationale et sur l'étude des relations qu'elle entretient avec l'économie étrangère. Donc, au lieu de s'intéresser aux consommateurs et à l'entreprise, la macroéconomie étudie la consommation de l'ensemble des ménages et la production de toutes les entreprises. Donc, on peut dire qu'elle raisonne sur des groupes d'agents économiques et sur des agrégats. Merci pour votre attention.